Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce, ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Catherine Signory, elle nous parle de la coopérative bénévole de l'organisme L'Alternative. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre Laporte amène son sujet, les stéréotypes ont la vie dure. Notre collaboratrice Catherine Stassin nous propose son sujet, parlons donc aux inconnus. Bienvenue à Folie douce. Vous écoutez l'émission Folie douce, une expertise en santé mentale depuis 1991. J'accueille maintenant mon invité, Catherine Signory. Bonjour Catherine, bienvenue à l'émission. Bonjour Yvan. Alors, merci d'être là. Tu es responsable de la coopérative bénévole et tu es intervenante communautaire chez la ressource L'Alternative, une ressource qui existe quand même depuis longtemps. Peux-tu nous refaire un petit portrait de qu'est-ce que c'est l'Alternative, en fait, comme organisme communautaire? Oui, bien, l'Alternative, c'est un centre de jour en santé mentale. Puis notre mission, c'est vraiment de favoriser l'entraide et faciliter la réinsertion des personnes éprouvant des problèmes de santé mentale à travers des activités quotidiennes, des rencontres individuelles, des suivis. Et depuis l'été 2022, il y a la coopérative bénévole qui permet à ces personnes-là vivant avec une condition de santé mentale grave d'avoir accès à occuper des postes ou participer à des projets collectifs. Et pourquoi avoir créé ça? Parce qu'on sait que l'Alternative existe depuis longtemps. Là, c'est plusieurs années là, que l'Alternative est située dans l'Est, là, en fait, sur... Exactement. On est situé sur Notre-Dame à Pointe-aux-Trembles. Puis là, on a fêté notre 25e anniversaire. Ouais. Puis, dans le fond, la coopérative bénévole est venue dans l'idée que les personnes qui vivent avec une situation de santé mentale grave n'ont pas accès à faire quelque chose pour se mettre en mouvement. Il y a des projets qui sont du bénévolat de 15-20 heures par semaine, mais avec de la santé mentale grave, c'est plus difficile de se mettre en fonction pour autant d'heures ou sur une très longue période, parce que souvent, c'est des périodes d'1 an minimum. Okay. Nous, notre différence, c'est que c'est des postes qui durent à peu près de 1 à 3 heures par semaine. Puis c'est pour une session, donc à peu près 3 mois. Puis là, on travaille vraiment dans un concept de coopérative, ce qui fait qu'on les coopérants qu'on appelle prennent ensemble les décisions de ce qu'ils ont envie de faire on leur offre des rétributions. Donc, s'ils ont envie de faire comme rétribution. OK. C'est une nouvelle approche, en fait. C'est une autre façon de faire. Est-ce que ça se fait déjà dans d'autres organisations, d'après ton expérience? D'après les recherches et expériences, non. On n'a vraiment pas vu ce projet-là ou cette façon de faire-là. Donc, ce que je remarque, oui. Oui, comment ça se dessine? Parce que quand tu dis, dans le fond, les gens décident d'eux-mêmes, comment d'abord tu les intéresses? Comme tu dis, c'est des gens qui ont souvent une problématique de santé mentale assez grave. Donc, puis tu parlais tantôt qu'il faut que ça soit quand même assez court dans le temps, à chaque semaine, mais aussi court dans le temps en termes de mois, là, ou, de semaines. Oui, bien, c'est ça. Là, dans le fond, nous, on a commencé, là, les premiers coopérants ont commencé à l'été 2022. Ouais. Puis, on a commencé par du recrutement interne. Donc, c'est vraiment des membres actifs de l'Alternative qui ont décidé, en plus de participer, de prendre un poste à la coopérative, puis ou de participer aussi, on a le volet coopérative avec des postes et on a le volet projet collectif. Qu'est-ce qui fait la différence entre des activités normales, entre guillemets, d'un organisme communautaire comme l'Alternative et l'aspect coopératif? Tu sais, c'est comment on peut l'expliquer aux gens? Dans le fond, l'aspect coopératif, c'est vraiment de s'occuper de projets, de prendre des décisions en groupe, mais qui les concernent, qui va leur permettre de
travailler un peu sur leur autonomie, développer des compétences, faire quelque chose de différent, mais en même temps, sans avoir de grosses contraintes d'obligation dans le temps. Le nombre d'heures ou le nombre de la durée. Là. C'est moins prenant, c'est moins, peut-être ça fait moins de montagnes à gravir, là, on voit ça de loin. Est-ce que la réponse a été bonne quand vous avez lancé l'idée puis pour recruter un peu les gens à l'interne dans ce premier temps-là? Ben oui, ça a bien été. C'est sûr que ça fait quand même pas très longtemps, quand même depuis 2022, mais on est dans le... Ça a bien été au début. Là, il y a eu un petit essoufflement. Ouais. C'est pour ça que là, je suis en train de chercher de ressortir là, maintenant que la mise en place des postes, des membres, des coopérants, maintenant que c'est comme plus installé, ben là, je recrute plus à l'externe pour avoir des gens. Ils n'ont pas besoin, les gens qui vont venir comme coopérants n'ont pas besoin d'être membres de l'alternative. OK. Pour l'instant, c'est seulement parce que c'était plus facile de commencer à travers les membres. Mais là, j'ai déjà eu 2 personnes de l'extérieur là, qui venaient juste pour la coopérative. Donc, le modèle a été mis en place, parce que c'est ça, il faut le tester aussi. C'est comme une nouvelle approche, c'est une autre façon d'approcher les gens en santé mentale, les gens qui ont eu des problèmes, des adultes qui peuvent éprouver certaines difficultés, mais qui sont quand même, qui veulent fonctionner, qui veulent s'améliorer. Fait que c'est une autre approche. Ils veulent faire quelque chose aussi, là. Ils veulent pas juste rester dans leurs ressources, dans leur maison. Ils ont envie de faire quelque chose. Fait que c'est sûr, mais en même temps, des fois, c'est un peu plus épeurant. Ouais. De se dire on va se mettre là-dedans, mais ça donne quoi? C'est ça. Mais par rapport à ça, ce qui est le fun, c'est ce que je sais qui est très apprécié, c'est que nous, on fait des rétributions. Ça veut dire quoi? Donc, on a le budget qui est alloué pour la coopérative bénévole, vraiment. Et là, avec les membres, les coopérants, moi, je m'assois à chaque session, puis là, on décide qu'est-ce qu'ils ont envie de faire pour... Dans le fond, une rétribution, c'est une façon de valoriser l'implication, le travail qu'ils font. Donc, un montant d'argent forfaitaire, par exemple, qui va être attribué aux gens. Là. Oui, mais sans être nécessairement de l'argent. OK. Comme des fois, on a eu des sorties. On est allé au Biodôme. Il y a une sortie de planétarium qui est planifiée. On est allé manger au restaurant ensemble. Puis où, selon le nombre d'heures qui a été travaillé, qui a été fait en bénévolat, mais travail bénévole, ils peuvent recevoir soit des cartes cadeaux ou là, c'est en même temps aussi, on travaille sur qu'est-ce qu'on peut avoir comme rétribution avec eux. Ouais. Fait que là, des fois, je leur amène des suggestions. J'ai quelqu'un qui aime beaucoup les chats, qui a besoin d'une cage pour son chat. Ben, là, elle va pouvoir, au lieu d'acheter elle-même une cage à de moins bonne qualité, on le met en rétribution. Puis ça pourrait, c'est ça, il faut calculer combien le temps ou l'implication vaut, en reste un peu ça. Puis, dans le fond, c'est une belle approche parce que ça se rapproche de n'importe qui fait quelque chose en société, que ce soit un travail ou souvent il y a une récompense qui vient, que ce soit en argent ou autre, là, mais c'est un peu ça. Puis là, c'est quand même eux qui prennent, c'est sûr qu'ils sont quand même sous ma supervision, c'est quand même moi la responsable pour les aider parce que des fois, c'est plus difficile justement à cause de la condition de santé mentale grave en majorité. Ben, des fois, c'est plus difficile d'avoir des idées ou de penser à ce qu'on pourrait faire. Ouais. Des fois, je fais juste comme les ramener un peu. Ouais. Mais je vois qu'ils trouvent ça le fun de pouvoir prendre leurs décisions eux-mêmes. C'est différent. Puis je voulais juste aborder aussi, Catherine, je pense qu'il y a 3 projets dans ce premier, dans cette première mise en place de cette approche-là, de coopérative bénévole. Il y a 3 projets sur lesquels vous avez travaillé, je pense. Pourrais-tu nous les nommer puis nous en parler un petit peu?
Oui, donc on a eu 3 projets collectifs qui sont, dans le fond, on a eu un projet qui était faire des centres de table ou des signets qu'on a remis ou présentés pendant le 25e anniversaire, la célébration. Ouais. Donc, on avait fait des têtes qui parlaient de communication. On a mis le thème vraiment du 25e anniversaire sur la santé mentale explose et s'expose. Donc là, on fabriquait vraiment des centres de table pour... on avait les têtes de communication, on avait un volcan de pilules, puis d'autres. Là, toutes sortes de créativité qui s'est exprimée, là, c'est ça, c'est bien. Oui. Ouais. Puis le deuxième projet, ça a été la production de murales, un petit village sur un des murs dans nos locaux, là, un village créé par eux. Qui va rester fixe là, dans les locaux de l'alternative, oui. Oui, qui reste là. Donc, ils ont leur trace sur le mur dans le centre. Donc, ceux qui viennent visiter le centre, ils voient la murale qui a été faite par eux. Ouais. Puis, on a un projet journal qui permet, dans le fond, de faire connaître et démystifier la santé mentale, un peu comme vous, je pense. Ouais. Là. Donc, on veut aller marquer ça de façon positive, de dire on n'est pas juste des gens en condition de santé mentale. C'est un peu ce qui va être exprimé dans le journal. Là. Tu es responsable donc de cette approche-là. Jusqu'à présent, je sais que ça fait pas si longtemps, mais qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es satisfaite de ce que ça donne? Est-ce que tu sens que ça évolue et que ça va être encore mieux dans le futur? Alors, moi, j'adore. Je trouve ça très agréable de voir à quel point la coopérative évolue. Puis j'espère vraiment que ça s'agrandisse et tout ça. Oui. Et je pense que... Et tu parlais tantôt aussi que tu es quand même ouverte à avoir des gens, des candidatures, comment les gens peuvent faire? Est-ce qu'il y a une façon de s'informer sur ça et puis de finalement peut-être de communiquer avec toi? Oui, ben exactement. Ils peuvent appeler à l'alternative directement. Puis demander, dans le fond, là, des informations, demander à me parler, à moi, pour la coopérative, pour du bénévolat. Ouais. Puis, dans le fond, la seule chose, c'est qu'il faut que ce soit des adultes de 18 ans et plus, puis qui reconnaissent avoir une condition de santé mentale. Oui. Après, tu sais, que si c'est grave, ça peut, mais dans le fond, nous, c'est que simplement les gens doivent savoir que c'est majoritairement de la condition de santé mentale grave. C'est un critère, là. Quel est le numéro de téléphone? Peux-tu nous le rappeler, Catherine? Donc, le numéro de l'alternative, c'est le 514-640-1200. D'accord, et on demande Catherine Signori à ce moment-là pour le programme de coopérative bénévole. Merci beaucoup de nous avoir expliqué ça, puis on pourrait y revenir éventuellement. Là, c'est quand même récent, mais c'est un beau projet. Merci beaucoup d'avoir été avec nous à Folie Douce. Ben merci. À la prochaine. À la prochaine. Vous avez manqué votre émission préférée? Faites du rattrapage via le site web de Folie Douce. antenne.qc.ca antenne.qc.ca. On y va maintenant avec le segment Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Alors aujourd'hui, ton sujet, les stéréotypes ont la vie dure. Oui, d'après un article que j'ai trouvé sur Internet, comme d'habitude, c'est un article qui s'appelle « Père au foyer, les stéréotypes ont la vie dure, même chez les milléniaux ». Alors, j'ai pris ça sur le site lesoir.be. On pourrait croire que les milléniaux sont dans une autre génération, évidemment. Ils sont, là, mais donc, d'après ce que tu dis, les stéréotypes sont très présents. Oui, c'est un article BE, ça, c'est belge, je crois, de la Belgique. Ouais. C'est drôle parce qu'on écrit millennials, tu sais, comme en anglais. En bon français, on dit milléniaux. Les milléniaux, oui. Alors, c'est écrit par une dame du nom de Sophie Mignon, qui est journaliste. Elle nous dit, si la nouvelle génération est plus vigilante quant à une répartition plus équitable des tâches, les pères au foyer restent un phénomène rare et le fait des quinquagénaires.
Chez les milléniaux, l'arrivée des enfants dans un couple le fait vite retomber dans les vieux schémas. À 20 ou 30 ans, les hommes ne sont pas véritablement intéressés à devenir pères au foyer. Même si les mentalités ont quelque peu changé, même s'ils veulent être plus présents, dans les faits, les rôles traditionnels restent bien ancrés auprès des milléniaux. C'est là l'observation d'Isabella Lenarduzzi, qui est fondatrice de Jump, qui promue l'égalité des genres au travail. Jump, c'est comme dans la fameuse chanson de Van Halen. Ça s'écrit comme ça, J-U-M-P. Ouais. Alors, par contre, 20 ans plus tard, certains quadragénaires et quinquagénaires n'hésitent pas à sauter le pas. C'est normal, souligne l'entrepreneuse. Plus ils sont loin dans leur carrière, moins cela leur pose problème de s'arrêter un peu ou complètement. Tandis que les femmes à 50 ans ont vraiment envie d'utiliser leur potentiel d'un point de vue professionnel parce qu'elles ont l'impression d'avoir toujours retenu la bride. Elles se disent que maintenant, c'est à elles. Il y aurait donc à cet âge, où les enfants sont grands et les carrières bien entamées, un basculement. Les femmes veulent atteindre certains objectifs dans leur métier, voyager et faire tout ce qu'elles n'ont pas fait. De leur côté, les hommes sont plus complètement empêtrés dans la gestion au quotidien et désirent un autre type de vie, où ils profitent de la maison, des enfants, des petits plaisirs comme la cuisine ou le sport. Ils sont parfois aussi déçus dans leur vie professionnelle. Pas aussi épanouissantes ou valorisantes qu'espérées et sont ravis de prendre une nouvelle place au sein de la famille. De plus, leurs conjointes ne cessent de valoriser ce qu'ils font à la maison et de les remercier parce que c'est grâce au nouveau statut de leur époux qu'elles peuvent s'épanouir professionnellement. Or, un homme ne dira jamais que s'il réussit, c'est grâce à une femme lâche, la directrice exécutive de Jump. Pourtant, à l'extérieur, la position de père au foyer est souvent mal perçue, que ce soit par les hommes ou par les femmes de son entourage. Ces choix-là sont rarement dévoilés par les hommes eux-mêmes parce que c'est difficile pour leur virilité, ajoute la spécialiste des genres. Alors, beaucoup de ceux qui deviennent pères au foyer ne le font qu'à condition d'avoir la stabilité financière nécessaire. S'ils ont revendu leur boîte ou ont acquis suffisamment de patrimoine pour être indépendants financièrement. Sinon, ils opteront pour une réduction du temps de travail. Ils se vulnérabilisent beaucoup moins que les femmes, constate Isabella Lenarduzzi. Car ce n'est pas simple d'avoir une femme qui gagne plus que soi, mais si c'est le cas, il faut au moins une indépendance. C'est vraiment très rare les hommes dépendants. Les stéréotypes ont la vie dure. Résultat, même les nouvelles générations sont touchées par les clichés du père qui subvient aux besoins de la famille et de la mère qui soigne, nourrit et est garante du bien-être au sein du foyer. Les jeunes hommes sont en construction, précise l'experte. Ils sentent une certaine pression à être à la hauteur d'une future famille, du démarrage d'une famille. Ils se font vite rattraper par les stéréotypes. Pourtant, la volonté de faire autrement, d'être un père plus présent est bel et bien là. Au départ, analyse Mme Isabella Lenarduzzi. Tant qu'on est deux, on est relativement égaux. Mais quand les enfants arrivent, les vieux schémas se mettent en place, tout simplement parce qu'on a tendance à faire ce que l'on attend de nous, et donc à répondre aux stéréotypes. Elle nous dit, si un homme devient père de famille, on attend de lui qu'il devienne plus ambitieux et plus actif pour nourrir sa famille. Quand il prend un congé parental, cela lui apporte une image dévalorisante par rapport à son rôle d'entrepreneur. Est-ce que tu es d'accord avec tout ça? Moi, au Québec, je dirais, peut-être dans certaines sociétés, peut-être que c'est le cas, mais je dirais qu'au Québec, c'est plus vraiment le cas parce qu'il y a effectivement des congés parentaux qui peuvent être partagés par le père et la mère, puis c'est assez bien vu. Oui. Mme Lenarduzzi nous dit, mais peu à peu, on voit que les hommes se libèrent globalement de ces schémas de virilité qui les emprisonnent. Ils se font la bise, ils prennent leur congé de paternité, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Juste en parenthèse, moi puis Yvan, on s'en fait pas de bise. Hein. Non, au travail, tout. non. Ben non, c'est... Alors, dans un autre article qui s'appelle « Au resto, les stéréotypes de genre ont la vie dure », j'ai pris ça sur le site libération.fr. C'est écrit par une dame du nom de Kim Hulot
Guillot, qui est journaliste. Elle nous dit la scène a été vécue maintes fois par toute amatrice de vin ou au restaurant. Vous regardez la carte des vins, vous commandez une bouteille et au moment de la goûter, le serveur en verse un peu dans le verre de l'homme qui vous accompagne et non dans le vôtre. Alors, je m'arrête ici, Yvan. On poursuit donc à l'Espresso. Allongez le même sujet. À venir dans l'émission, Catherine Stassin amène sa chronique « Parlons donc aux inconnus ». À l'Espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec « Les stéréotypes ont la vie dure ». Vous voulez échanger avec nous, vous désirez participer à l'émission? Notre site web est antenne@qc.ca. Utilisateur des réseaux sociaux, cherchez Folie Douce Radio pour nous trouver. Vous écoutez actuellement Folie Douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. Folie Douce, une communauté, une radio. Les meilleurs chroniqueurs en santé mentale s'expriment sur les ondes de Folie Douce. Écoutons-les. J'accueille maintenant notre collaboratrice, Catherine Stassin. Bonjour, Catherine. Bonjour, Yvan. Alors aujourd'hui, tu nous amènes encore une nouvelle chronique qui porte le titre « Parlons donc aux inconnus ». Oui, et Yvan, est-ce que tu te rappelles la dernière fois où tu as parlé à un inconnu? Non, je suis pas très... je parle pas très aux inconnus, je suis plutôt sauvage. Mais tu sais, ça peut être dans une file pour une caisse à l'épicerie. Non, c'est souvent les gens qui me parlent. Moi, j'ai pas tendance à parler aux inconnus, souvent. C'est qu'ils trouvent que tu n'as pas l'air fermé. Non. Parce que s'ils essayent de t'aborder, au moins, c'est qu'ils attendent un petit quelque chose. Peut-être en retour, on va voir un petit peu en quoi ça consiste. En fait, je me souviens, la dernière fois, c'était à l'épicerie. Ah, voilà, tu vois. Un gars qui plaçait des clémentines qui a commencé à me parler. Mais lui, il a commencé à me parler, pas moi. Et est-ce que c'était au sujet des clémentines ou au sujet d'autre chose? C'était au sujet des clémentines. Il disait que se les faisait voler là, à l'épicerie. On va voir que c'est un truc aussi, quand on aborde quelqu'un, un inconnu, c'est de parler d'un sujet qui est tiers, en fait. Ouais. Ah, donc, c'est sûr qu'en général, c'est ça qui se passe, mais c'est aussi une facilité où, si tu promènes ton chien, c'est le chien. C'est souvent... votre chien est beau, ou Dieu sait quoi. Ou deux propriétaires de chiens vont se parler parce qu'il y a comme un lien qui se fait. Ou la météo, le fameux sujet qui revient toujours. Ça, c'est vrai, ça, c'est sûr. Ça, la météo, c'est toujours un sujet abordable. C'est ça, mais moi j'ai tendance, quand il fait froid, à pas trop parler, à avancer vite. Oui, c'est ça, exactement. On n'a pas de temps à perdre. Mais bon, il fait pas froid toute l'année, heureusement. Ouais. Alors, donc, ce qui est important ici, c'est qu'en fait, pourquoi est-ce c'est intéressant de parler à un inconnu? Pourquoi en fait, ça nous donne des petits bonheurs. OK. Mais à quoi c'est dû? En fait, c'est simplement dû au fait qu'on reconnaît un autre être humain. Et lui se dit, elle me parle, elle me reconnaît comme être humain aussi. En fait, on voit en l'autre un semblable. Et c'est aussi simple que ça. Donc, c'est vraiment ce sentiment de reconnaissance et d'appartenance à cette espèce humaine que nous sommes. Donc, mais on pourrait le faire avec des connus, et non pas seulement des inconnus. On aurait quand même parlerait quand même à l'espèce humaine. C'est certain, mais on va voir que quand on parle à quelqu'un qu'on connaît, d'abord, peut-être la manière dont on va lui parler n'est pas la même, ou en fait, il n'y aura pas cette neutralité que peut avoir un discours quand on l'adresse à quelqu'un d'inconnu. C'est-à-dire que là, normalement, il n'est pas biaisé par ce que la personne connue connaît de toi, Yvan. Si elle sait que la météo t'énerve ou quoi et que tu veux parler de météo tout à coup, peut-être que la personne, au lieu de rentrer dans ta conversation, va dire « Oh, tu parles encore météo. » Ou que j'aime les clémentines. Mais personne connue va le savoir. Voilà, c'est ça. Mais est-ce que la personne qui te parle elle va peut-être, elle aura peut-être pas envie de parler de ça du tout. Tu vois, tu sais pas en fait. Hein. Donc, et là, l'inconnu va peut-être poliment essayer d'écouter, tandis que quelqu'un qui te connaît va dire « Oh, encore ta météo, là, t'as pas autre chose. » Peut-être, ça pourrait être ça. Oui, peut-être c'est ça. Il y a une nouveauté peut-être dans l'inconnu. Tu sais. On va voir qu'il y a quand même des différences assez importantes en fait. Hein. Et avant de commencer à parler aux inconnus, on doit quand même
ne pas nier une évidence, c'est qu'on a appris depuis qu'on est tout petit, parle pas aux étrangers, c'est dangereux. Hein? Ouais. Tu vas pas parler à un monsieur que tu ne connais pas dans la rue ou à une madame, tu ne parles pas aux inconnus. Et surtout pas accepter des bonbons. Ça, c'est encore autre chose, mais c'est certain. Ça, Mais c'est sûr qu'on apprend. C'est ça qu'on nous dit quand on est jeune, de ne pas parler aux inconnus. Ou court pas après un petit chiot que la personne dit à voix perdue ou Dieu sait quoi. Donc, on voit des gros dangers. Fait que peut-être qu'on est resté avec ça un peu, tu exact. dirais, c'est voilà. Ça? Donc, en fait, on a une vue très réductrice de l'inconnu. Donc, on voit l'inconnu avec le danger le pire qui soit. Hein? Donc, c'est d'être pris pour un enfant ou qu'il lui arrive du mal ou pour un adulte aussi. Donc, c'est vraiment le pire, c'est très, très réducteur. Alors qu'en fait, les inconnus, de manière statistique, ne sont pas du tout une menace. Du tout une menace. On voit que, au contraire, ces petites rencontres vont nous apporter un petit bonheur quotidien et on va voir tout simplement des petits effets bénéfiques. Pourquoi pas les prendre quand on peut dans notre société où on parle pas facilement aux gens, dépendant des saisons, peut-être on va dire, mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui se fait aussi spontanément que dans d'autres sociétés, d'accord? Donc, tout d'abord, on peut voir que ça nous donne des petites joies minuscules. Regarde, tu souriais en disant, la personne me parlait des clémentines, ou j'étais juste riant, et tu avais l'air plutôt heureux de ta conversation. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Pourquoi, dans le fond? Qu'est-ce qu'il t'a dit sur le clémentine? En fait, il me disait que les clients en volaient. Tu sais, des boîtes de clémentines, souvent, ils ont un poids. Là. Mais les gens prenaient des clémentines d'une autre boîte, puis ils faisaient que la boîte devenait beaucoup trop pesante. Là. Puis là, en tout cas, il m'expliquait... C'est pas au poids, la boîte, quand tu la passes à la machine? Non, ou mais des fois, il y a un prix pour la boîte, mais c'est parce que les gens en rajoutent dedans, parce qu'il y a comme un petit filet. Là. Est-ce qu'il t'a dit ça parce que tu rajoutais des clémentines? Non, je sais pas pourquoi il m'a dit ça, il a commencé à me parler. Donc, il a eu besoin de partager ça. C'est ça, lui, il avait besoin de parler à un inconnu. Fait que là, et ça t'a fait sourire? Oui, moi, je l'ai comme rassuré en disant que je faisais pas ça. Parce que lui, il semblait dire que 400 clémentines de plus, ça valait pas le coup des voler. Là, en tout cas, tu l'as rassuré et toi, t'as pas passé un mauvais moment. Non, du tout. Bon. Donc, ça nous rend un petit peu même de bonne humeur. On peut être un petit peu guilleret, on peut même sourire parce qu'on se dit... Ou des fois, on se dit aussi, je suis pas si pire que lui, tu vois. Ouais. Alors, bon... On peut avoir ce sentiment d'appartenance aussi parce que peut-être qu'à un autre rayon où, par exemple, moi, dans le bus, j'ai parlé à quelqu'un et en fait, on a partagé, j'ai eu un sentiment d'appartenance parce que la personne a dit aussi, mais qu'est-ce qui se passe en ce moment? On est trop dans le bus, là, il n'y a plus de place, il n'y a jamais de place. Quelle que soit l'heure, qu'est-ce qui se passe, quoi? Donc, on râlait un petit peu contre le système de transport en commun et donc, on se retrouve dans cette communauté de passagers, d'accord? Donc, il y a le sentiment d'appartenance et ça rend aussi heureux de faire partie d'un petit groupe, en fait, peu importe le groupe. Et peu importe si c'est négatif ou pas, si tout le monde endure quelque chose, au moins on compatit avec les autres. C'est vrai, parce que là, dans le fond, c'était au départ négatif, mais après, moi, je suis sortie en sifflant du bus. Donc, voilà. Donc ça a amené son effet. Voilà, ça a eu son effet. On peut aussi profiter de ces petites occasions pour un petit peu tisser des liens ou parler à des gens à qui on n'aurait pas osé. Par exemple, moi, des fois, j'ai vécu un petit peu donc à l'étranger dans un pays où les gens parlaient espagnol, mais comme je suis plutôt blonde, les gens, des fois je me trouve dans le bus ou dans la rue à côté de gens qui parlent espagnol et je souris parce qu'ils pensent pas du tout que je comprends ce qu'ils racontent. Et puis une fois ils se rendent compte que je comprends parce que j'ai une expression faciale que je sais pas cacher et puis là ils m'abordent alors qu'ils ne m'auraient pas abordé en fait. Et donc, il y a une petite conversation, oui, vous venez d'où, mais comment ça se fait, etc. Et en avant, c'est parti. Et donc, on peut aller vers des gens vers qui spontanément on ne serait pas allé. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Qu'est-ce qu'on peut avoir? Le besoin de reconnaissance, empathie, sympathie. J'essaie de penser à ton exemple d'épicerie, qui peut être un exemple... où tu peux aussi dire quelqu'un qui dit mais non quelqu'un dans la caisse devant toi, des fois moi ça me frappe, je vois des gens qui prennent un
un petit pain, puis ils prennent 2 oranges, une pomme. On voit que les gens vivent seuls, on voit que les gens calculent, etc. Oui, exactement. Et à ce moment-là, peut-être avoir une petite parole empathique, un petit peu... Quelquefois, les gens aussi sont très seuls. Hein? Fait que peut-être c'est la seule personne à qui ils vont parler dans une journée. Aussi, voilà, je pense que là, plutôt que de se méfier ou de se dire « Oh mon Dieu, qu'est-ce que la personne va dire ?» Si la personne ne veut pas nous répondre, elle le fait vite savoir. Et si toi, tu n'avais pas voulu parler clémentine ou mandarine, je ne sais plus, là, à l'épicerie, tu l'aurais fait comprendre à la personne. Mais c'est rare que les gens vont pas au moins répondre quelque chose. Ça veut pas dire qu'on va engager une grande conversation, mais c'est assez rare les gens qui vont être complètement fermés. Il y a des gens qui s'en vont carrément, qui répondent pas. Ah. Je pense que là, ça c'est un geste. Voilà, on l'a compris. Voilà. Ou les gens qui baissent les yeux, qui ne cherchent pas l'échange, le regard dans les petits espaces, que ce soit un ascenseur, un bus ou un autre endroit. Bon, c'est sûr qu'on va passer notre tour, d'accord? Et ça peut aussi nourrir l'estime de soi, la confiance en soi, parce que qu'est-ce qu'on fait? On ose aller vers un inconnu dans la rue. Je ne sais pas si vous avez essayé, on peut essayer ça et vous pouvez nous écrire et nous faire part des résultats. À Montréal, on ne dit pas bonjour vraiment, même dans les petits quartiers, à moins de vraiment connaître. Par exemple, ma voisine, c'est sûr que je la salue. Mais je vais dire, de manière générale, les autres gens, même des fois, je recroise souvent les mêmes personnes, je ne dis pas bonjour. Non. Et ce serait intéressant de se dire, mais tiens, est-ce que au moins dans mon pâté de maison, je peux peut-être essayer de dire bonjour aux gens et voir un petit peu ce qui ressort de ça, dans le fond. Et même juste le regard, tu sais, juste un contact visuel. Des fois, ça se passe même pas en ville, tu sais, que 2 personnes se saluent. Voilà, ça peut commencer par ça. Là, ça peut commencer par ça, exactement. Moi, ça m'est arrivé et pour finir, j'ai noué un contact avec une personne hyper intéressante de mon quartier. Et au début, j'osais à peine. Je voyais cette personne qui fumait sa cigarette tous les jours dehors. Mais je me dis, je ne vais pas la déranger, etc. Mais pour finir, je dis bonjour à cette personne maintenant, etc. Ouais. Et ceci dit, on peut relativiser. C'est comme ça à Montréal, c'est pas tout à fait comme ça en région. Mais il y a des pays comme au Danemark, par exemple, où en fait, au plus on se rapproche et on se croise en rue, au plus on doit baisser les yeux et ne pas regarder l'autre parce que ce serait impoli. Donc on voit que selon les cultures, c'est différent. Voilà. C'est bien ou mal vu selon le cas. Là. Et ce qui est très intéressant par cette intimité passagère, parce qu'on peut le dire, c'est une intimité très passagère. Hein? Ouais. Parler à un inconnu, à moins que vous parliez pour 1 heure. À moins que ça revienne à chaque jour et finalement à chaque semaine. Pourquoi pas après. Ça ne devient plus un inconnu. Ça peut devenir des amis, exactement, ou des bonnes connaissances. C'est que cette intimité passagère nous fait du bien et elle a quelque chose que quelqu'un de connu, de familier avec toi, Yvan ne peut pas t'apporter. C'est-à-dire que tu vas oser dire des choses, tu vas parler d'une manière et tu n'oseras pas parler comme ça à quelqu'un que tu connais. Donc ça peut être le gars qui, à la caisse au dépanneur, ou un coiffeur où tu vas pas trop souvent. On dit toujours des tas de choses chez le coiffeur. Oui, c'est comme un psychologue. Oui, c'est ça. Et donc, en fait, on a un certain soulagement à avoir pu parler et c'est quand même très passager, mais ça nous apporte un certain bonheur. Et on ne peut pas qualifier ça de superficiel parce que comme on a vu pendant la pandémie, tout ce chit-chat, tout cet apport, entre guillemets, désigné comme superficiel, n'est pas du superficiel. Non, parce que ça manquait aux gens. C'est quelque chose dont on a besoin comme être humain. Oui. Voilà, et on pense que c'est très ordinaire, mais ça ne l'est pas vraiment, parce que, comme tu dis, il y a des bienfaits. Là. C'est quelque chose de nécessaire, et on va voir qu'on aura une vision plus optimiste du monde aussi, et que, dites-vous bien qu'en fait, dans 90% des cas, selon une étude, 90%, 9 personnes sur 10, l'échange était bénéfique pour les deux. Oui. Donc, vous pouvez être tranquille en abordant la prochaine personne. Et il y aura peut-être une fois une mauvaise expérience, mais vous pouvez y aller et vous dire que ça va être profitable pour les deux personnes. Oui. Et on mettra sur notre site Internet quelques références par rapport à ça. Parlons donc aux inconnus de ta chronique, Catherine Stassin. Donc, notre site antenne.qc.ca. Dans la section mentionnée à Folie Douce et sous ta chronique. Donc, parlons aux inconnus. Merci Catherine et à la prochaine. Merci Yvon. Au revoir. Au revoir. De retour au micro à Folie Douce, qui vous renseigne sur les difficultés émotionnelles. De retour au sujet entamé plus tôt, Pierre, avec toi, les stéréotypes ont la vie dure. Oui.
Alors, j'étais en train de commencer un deuxième article qui s'appelait « Au resto, les stéréotypes de genre ont la vie dure ». Alors, c'est écrit par une femme du nom de Kim Hulot-Guillot, qui est journaliste française. Alors, elle nous parle, oui, c'est ça, du restaurant. Alors, elle nous dit, si de plus en plus souvent les personnels de salle prennent la peine de demander qui veut goûter le vin et ne se tournent pas immédiatement vers les convives masculins de l'Assemblée, les stéréotypes sexistes au restaurant, et pas seulement qu'en cuisine, sont encore tenaces. C'est ce que montre une enquête menée pour le compte de Zen Chef, qui est un magazine à fourchette en ligne, dont les résultats ont été rendus publics cette année. L'Institut de sondage a interrogé 1500 personnes des deux genres sur leurs habitudes au restaurant lorsqu'ils s'y rendent pour un rendez-vous galant. Eh bien, 36% des hommes et 35% des femmes jugent normal que le vin soit goûté par l'homme. On apprend donc qu'il a manifestement des papilles supplémentaires, nous dit Mme Guillot. Elle ajoute « Quelle chance !» Pour 72% des hommes et 59% des femmes, il est normal que l'homme règle l'addition lorsqu'il compte fleurette à une femme au restaurant. Et pour 65% des hommes et 56% des femmes, c'est aussi à l'homme d'organiser la sortie en choisissant l'établissement. Sur le site Zen Chef, on nous dit « Cette opinion varie très sensiblement selon l'âge et le genre des répondants. Ainsi, les jeunes femmes de moins de 24 ans sont les seules parmi l'ensemble du panel à être en désaccord quand 6 garçons sur 10 du même âge y adhèrent tout de même. En revanche, il n'y a pas de débat chez les seniors, alors que 90% des hommes de plus de 65 ans considèrent que le règlement de l'addition est une obligation masculine. Beaucoup diront que les femmes, avant même d'arriver au rendez-vous, une bonne partie d'entre elles ont déjà dépensé pas mal d'argent en maquillage, en vêtements, manucure et autres épilations, et que de toute façon, vu les écarts de salaire, il n'est pas absurde qu'elles estiment qu'en ne payant pas, elles rééquilibrent un peu ces inégalités. On peut pourtant pointer à l'inverse les nombreux récits de femmes qui racontent s'être senties obligées de passer la nuit avec leur date parce qu'ils avaient payé toute la soirée ou qui ont été confrontées à des hommes qui estimaient qu'elles leur étaient à cet égard redevables. Pour les hommes aussi, l'injonction revient à être obligé de gagner plus d'argent que sa compagne ou à être jugé en fonction de ses moyens financiers. On ne peut pas dire que ça respire le progrès, la joie de vivre et l'émancipation des normes. Des gros stéréotypes qu'on continue de faire. Oui. Les choses évoluent puisque en 2012, un sondage similaire réalisé par le même institut montrait que 88% des hommes pensaient devoir forcément régler la note, contre 72% aujourd'hui. Les femmes sont aussi moins enclines qu'il y a 10 ans à sortir leur carte bleue pour faire semblant de vouloir payer. Elles ne sont plus que 17% contre 24% en 2012 à user de cette ruse et 30%, soit une augmentation de 9 points par rapport à 2012, proposent désormais de partager l'addition. Chez les hommes, c'est moitié moins. Seulement 14% d'entre eux proposent de partager l'addition. Sur le comportement qu'il convient d'adopter lors d'un rendez-vous au resto, hommes et femmes sont en revanche plutôt d'accord. Quasiment autant de femmes que d'hommes ont déjà vu leur partenaire se montrer trop exigeant avec le personnel ou ne pas laisser de pourboire. Le sondage ne dit pas néanmoins si la chose a été un tel tue l'amour que les témoins de ces impolitesses ont laissé leur date en plan dès la sortie du resto. Ou se faire garocher un verre d'eau dans le visage. Oui, peut-être. Ça peut arriver. Si quelqu'un est... Peut-être. Ils sont également la même proportion, soit 36%, à faire attention à ce qu'ils commandent, afin de ne pas être ballonnés, d'éviter les plats odorants, 34%, ou de ne pas opter pour des plats trop copieux pour ne pas passer pour quelqu'un qui se laisse aller.
Signe des temps, 16 % des hommes et 6 % des femmes ont aussi déjà renoncé à commander de la viande en raison de sa piètre image. Les hommes sont un peu plus nombreux à éviter le trop boire, 42 % contre 35 % des femmes. Mais ils sont aussi plus nombreux, soit 17 % contre seulement 10 % à avoir incité leur date à boire un peu plus. Il n'est pas inutile de rappeler que de plus en plus d'établissements, en particulier les bars, mettent en place un mot codé pour que les femmes demandent de l'aide au barman de façon discrète si elles ne se sentent pas à l'aise avec leur partenaire de table. Ça, je n'étais pas au courant de ça. Ouais. Ah oui? Oui, absolument. OK. Alors, on nous dit en conclusion, mais pour l'instant, les stéréotypes ont la vie dure. La moitié des hommes et des femmes pensent toujours qu'il est normal que l'homme tienne la porte à une femme. Tant pis pour les femmes qui aimeraient bien, elles aussi, être galantes. Mais en général, toi, tu penses que les choses ont évolué, peut-être plus au Québec? En tout cas, c'est peut-être parce que c'est la société française. Vous semble dire que c'est un article récent, mais il me semble qu'ici, c'est pas aussi tranché que ça. J'ai l'impression que c'est encore un petit peu... Moi aussi, j'ai l'impression époque, que les choses ont évolué. Je pense que oui, puis ça dépend toujours de la situation. Tu sais, c'est pas une question de l'homme paye, la femme paye pas. Ça dépend, ça peut être chacun son tour, ça peut être plus... Moi, j'ai l'impression que les femmes sont souvent fières de payer. Puis ça dépend toujours de la situation. C'est sûr, si la personne a beaucoup moins de revenus, c'est comme une évidence. Mais en tout cas, c'est intéressant d'en parler. On pourra y revenir éventuellement. Les stéréotypes, la vie dure. Merci, Pierre. Vous souhaitez écouter l'émission Folie douce au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube. antenne.qc.ca, antenne.qc.ca. Quelques mots avant de terminer ce rendez-vous radiophonique. Alors, merci beaucoup, Pierre, pour ton travail en régie. Bienvenue, mon cher. Merci aussi pour ton sujet que tu as amené à l'espresso et à l'espresso allongé. Les stéréotypes ont la vie dure. On a vu que c'était le cas. Notre invitée en début d'émission, Catherine Signory, nous a présenté la coopérative bénévole de l'organisme L'Alternative. Notre collaboratrice, Catherine Stassin, était aussi des nôtres. Son sujet, parlons donc aux inconnus. C'était donc Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.